Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nouvel épisode d'Uncut aujourd'hui. On est avec un invité d'exception, un invité de marque. On est aujourd'hui avec Kevin Secundino. J'espère que j'écorche pas ton nom. Ouais, c'est ça, c'est bon, c'est Kevin Secondino. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais m'essayer à une introduction et on va partir de là. Kevin Secundino, c'est aujourd'hui le meilleur résultat français à Olympia en 2023. En 2024, oula, on est déjà en 2024. Le meilleur résultat français à Olympia en 2024. Tu es arrivé à la deuxième position dans la catégorie wheelchair, qui est la seule Exactement. catégorie handisport présente à Olympia. Et donc, nécessairement, aujourd'hui, on va parler de ta réussite, de comment marche cette catégorie, peut-être des problèmes qu'il y a dans la catégorie, et voilà, de l'avenir. J'ai bien résumé Ok. la situation, dis-moi. C'est bien, c'est ça. Allez, c'est parti. Euh, écoute, première question. Euh, C'était ta première fois à Olympia cette année. Quel est le sentiment déjà dans un premier temps d'être qualifié à cette compétition? Et ensuite, qu'est-ce que ça fait d'être là-bas sur scène parmi tous ces grands athlètes? Eh bien, déjà, c'était un rêve un jour d'aller voir cette compétition parce que j'aurais jamais un jour pu anticiper que j'allais y participer. Donc, je m'étais dit un jour, quand j'ai un peu d'argent, je vais aller voir cette compétition pour voir toutes les catégories qu'il y a. Et au final, ben, les choses ont fait que j'ai pu y participer. Je me suis sélectionné cette année en avril 2024 à l'Arnold Classic au Brésil. J'ai gagné en amateur et en suivant, j'ai gagné en pro. Et du coup, j'ai réussi à partir à l'Olympia, chose que je n'aurais jamais espéré un jour. Et au final, je me suis retrouvé là-bas avec toutes les grandes stars, toutes les grosses catégories. Ça a été un rêve de fou. Franchement, c'était incroyable. Donc là, à ta première participation, c'était aussi la première fois que tu voyais le show de tes propres yeux, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai déjà vu des pros, j'ai déjà été voir des Arnold classiques qui étaient ici en Espagne, en IFBB et tout. Mais là, c'est notre dimension, c'est les États-Unis, c'est Las Vegas, c'est le show à l'américaine, il y a énormément d'athlètes. Ils ont tous un niveau de fou parce que même on se rend pas forcément compte quand on regarde visuellement, on a l'impression que le dernier de chaque catégorie, ben, il est entre guillemets nul par rapport aux autres. Mais il est incroyable. Déjà, le dernier, celui qui se retrouve à la plus mauvaise place, il a déjà un physique incroyable. Donc, en fait, ils sont tous aussi exceptionnels les uns que les autres. C'est incroyable. On ne se rend pas compte du niveau qu'il y a. C'est incroyable. Et donc, toi, tu fais presque un tout droit parce que tu te qualifies et tu arrives directement à la deuxième position. Est-ce que c'était le plan initial? Est-ce que tu t'attendais à terminer aussi haut dans ce line-up ou est-ce que c'est une surprise pour toi? Eh bien, j'avais un petit peu espoir de bien me classer. J'avais réussi au Brésil à battre celui qui avait fini troisième l'an dernier. Je me suis dit, je vais y aller, je vais tout donner. J'ai fait une grosse prépa, j'ai bien réussi à sécher. Bien sûr, là-bas, il y a eu tout ce qui est stress et tout ça qui m'a un petit peu joué des tours. Quand je suis arrivé sur scène, je me suis un peu emballé. J'ai pas fait comme ben, je pose chez moi tranquillement quand il y a personne qui me regarde. Mais ça a été une expérience de dingue. Et le classement, j'étais d'un côté déçu de me dire, tiens, j'ai à une place près, je peux avoir le titre. C'est dommage. Mais c'est Harold qui a gagné. Il a déjà gagné plein de fois l'Arnold. Donc c'est quand même, c'est dans notre catégorie, c'est le mec il a tout gagné jusque-là. Donc finir juste derrière lui, pour moi, c'était ouf. Donc ouais, je me dis à une place près, j'avais le titre, mais je suis deuxième. C'est la première fois que je participe à l'Olympia. Je finis deuxième, donc pour moi, c'est incroyable, c'est vraiment bien. Donc voilà. Tu sais, on avait un site de prono pour Olympia et dans mes pronos, moi, je t'avais mis à la première place. Parce que bon, bah, je vous ai pas vu en vrai, les gars de la KT, mais quand je regardais les photos sur Internet, quand je regardais un petit peu les comparaisons, je me disais que c'était pas déconnant, tu vois. Je me suis dit que c'était complètement jouable. Est-ce que toi, justement, quand t'es sur scène à ce moment-là, côté à côté d'Harold, tu te dis, Hmm, c'est jouable, il y a moyen. Ouais, ben en fait, j'ai pris conscience que j'avais peut-être mes chances dans cette catégorie-là quand je suis arrivé déjà au Brésil, parce que
Quand j'ai vu en vrai Gorilla, qui me semblait sur les photos, je me suis dit, mais les mecs, ils ont peut-être 15 kilos de plus que moi, c'est incroyable. Je me suis rendu compte qu'en vrai, en fait, j'étais kiff-kiff comme eux, donc j'avais peut-être mon épingle du jeu à jouer. Donc, quand je suis arrivé à l'Olympia, que j'ai vu les fusils des autres habillés, je me suis dit, bon, au final, ils sont entre guillemets comme moi. Ils sont pas. Quand je vois un mec comme Samson Doda, par exemple, qui est au-dessus de tout le monde, on dirait que je suis un enfant de 16 ans et que lui, c'est un adulte à fond. Donc, il y a vraiment une différence de niveau qui est incroyable. Alors qu'avec les autres, ils étaient à peu près dans la même catégorie de poids. Après, c'est vrai que pour nous, c'est dur de monter aussi haut que dans certaines catégories en body. Mais je me suis dit, bon, ben, il y a peut-être quelque chose à jouer. Donc, ben, je me suis foutu à fond et puis j'avais une bonne prépa, j'avais pas triché sur la diète. Et puis, de toute façon, je m'étais mis à 100%. Donc, ma place, j'allais la mériter et j'avais pas triché. Donc, si je finissais sixième, je finissais sixième. Voilà, c'était le jeu. Je m'étais donné à 100%. J'aurais pas été capable de faire plus cette année, en tout cas. Du coup, j'imagine que tu as pu avoir un feedback des juges. Est-ce que tu as déjà des actes d'amélioration pour l'année prochaine? Est-ce que tu te sens, entre guillemets, pas en confiance, mais est-ce que tu sens qu'il y a du potentiel pour aller chercher encore plus loin dans les prochaines années? Oui, mais bien sûr, on a toujours à s'améliorer. Moi, je peux m'améliorer comme le premier peut s'améliorer. Tout le monde peut toujours s'améliorer et il n'y a jamais personne qui est parfait. Même le premier, il peut toujours s'améliorer. Moi, il va falloir que j'essaye de travailler peut-être un peu plus les épaules, que je travaille peut-être un peu plus la sangle abdominale que j'ai un petit peu épaisse et essayer peut-être de la faire réduire si j'y arrive. Voilà, sur le dos, j'ai beaucoup tiré les épaules vers l'avant quand j'étais de dos, donc forcément, ben, je l'ai un petit peu trop arrondi. Au lieu de montrer ma musculature, j'ai plus arrondi le dos, ça n'a pas été à mon avantage. Mais voilà, j'ai quelques petites corrections à faire. Et puis, ça permet de donner toujours un but aussi à la saison prochaine. C'est que je me dis, tiens, je vais améliorer ça, je vais améliorer ça. Et on essaie toujours de se surpasser. Et c'est ce qui permet un petit peu de se challenger et d'arriver à chaque fois à aller plus haut. L'introduction de la catégorie wheelchair à Olympia, c'était de base une super idée qu'ils ont eue il y a déjà un moment. Par contre, on a l'impression qu'ils sont pas allés au bout de la démarche, et on va en discuter et avoir ton avis, dans le sens où toutes les catégories ont deux passages. Un passage sur la scène mineure, la scène de prejudging, et un passage sur la scène principale plus tard, ou le lendemain, pour les Open, sur cette scène principale. C'est pas le cas pour la catégorie wheelchair, qui a tout en un, et si je me trompe pas, en plus, c'est même pas lors des finales, c'est lors des prejudging. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, c'est sûr que c'est exceptionnel de monter sur la scène de la finale. C'est grandiose. Mais honnêtement, cette année, ça m'a dérangé qu'à moitié parce que j'étais tellement stressé que si on nous avait dit qu'il fallait revenir le soir pour avoir les résultats, ça me faisait des heures de stress en plus. Donc, c'est vrai que la belle scène, c'était incroyable. Mais en même temps, d'avoir les résultats immédiatement dans l'état où j'étais tellement stressé de voir tout le monde comme ça, de voir quand j'étais en backstage, il y avait les classiques physiques tout autour de nous. Moi, je me suis installé à un endroit au tout départ et tout le monde s'est mis aux côtés de moi. J'avais Ramon Dino qui était 1 mètre à gauche et Chris Bumstead qui était 1 mètre à droite. Jamais j'aurais cru peut-être un jour de les voir dans un salon, un truc comme ça en vrai, mais de les voir se foutre à côté de moi, se reposer, qu'on discute un petit peu et que en fait c'est des personnages qui sont tout à fait, ils sont abordables, ils sont super gentils, ils sont super, et puis ils sont comme tout le monde en fait. Donc ouais, j'ai le stress qui est quand même un petit peu monté, surtout que je suis arrivé à 7 heures du matin pour le TAN, et nous notre catégorie elle est passée qu'à 16 heures, 16h30, donc je suis passé quand même plusieurs heures à attendre que ça soit mon passage. Donc si j'avais dû re-attendre le soir la finale, ça m'aurait généré un stress en plus. Bon, je l'aurais subi, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que sur le moment, j'étais tellement impatient que quand je savais qu'il y avait la remise des prix en suivant, quelque part, ça m'allait dans l'histoire. Donc, mais c'est vrai que ça mériterait quand même, avec un petit peu plus de recul, qu'on soit comme tous les autres, qu'on ait ben, le même préjuging et les finales, parce que ça fait monter le suspense. C'est vrai que nous, ça nous met aussi en valeur par rapport aux autres. Donc ça, là-dessus, c'est vrai qu'on est un peu en recul par rapport aux autres. On n'est pas assez mis en lumière.
par rapport à ça, il y a aussi un autre sujet qui est un petit peu, bon, je sais que la fédération a un petit peu son langage là-dedans, mais on n'a pas les mêmes remises non plus de prix que toutes les autres catégories. Elles sont toutes à 50 000. Nous, cette année, le premier est touché que 6 000. Et c'est vrai que là-dessus, c'est un détail qui fait que, ben, en plus, quand les gens ils sont en handisport, ils peuvent moins travailler. Ça peut être une source de motivation pour beaucoup, parce que ça peut être leur revenu pour 2 ans à suivre. Et on n'a pas les mêmes récompenses. Donc, c'est vrai que c'est les deux choses, les deux points négatifs que je dirais qu'il y a sur notre catégorie. Mais après, bon, c'est quand même, c'est déjà beau d'être sur cette SSN-là. Donc, c'est quand même un avantage qui nous est incorporé, mais il manque quelques petits trucs pour qu'on soit à égalité avec les autres, en fait. Donc, voilà. Je vais rebondir rapidement sur cette histoire de prize. Surtout que initialement, il y avait une idée d'uniformiser tous les prize money de toutes les catégories indépendamment de leur popularité. Enfin, c'est un moment, c'était le grand enjeu d'avoir toutes les catégories qui étaient à 50 000, je crois, C'est d'avoir ce ça. truc-là et juste la catégorie open qui était au-dessus. Et en fait, là, tu nous expliques que c'est pas réellement, en tout cas plus réellement d'actualité et que la catégorie wheelchair n'est pas concernée par ce prize Ouais, ouais, monnaie générale. c'est ça, en fait. Ils considèrent que, ben, il y a, bon, c'est vrai que les handisports vont attirer beaucoup moins de visibilité que la catégorie reine du body ou les classiques physiques. Mais ils disent aussi qu'il y a moins d'athlètes en handisport que dans les autres catégories, ce qui est vrai aussi. Mais en contrepartie, on a aussi plus de mal, nous, en wheelchair, à trouver des sponsors que quelqu'un qui fait dans le top 5 ou dans le top 10 en classique physique. Tout le monde va se ruer sur eux, alors que nous, on a beaucoup plus de mal parce que le wheelchair, ça attire moins. Donc, ils avaient dit qu'ils allaient uniformiser et faire que tout le monde ait les mêmes prix. Et au final, bon, ils ont augmenté les classiques physiques, c'est super bien pour eux. Moi, je suis pour que tout le monde augmente, toutes les catégories. Il y a tellement de sacrifices faits par les athlètes là-dedans que plus ils gagnent, mieux c'est. Et voilà, plus ils en ont, ça leur valorise un petit peu leur compétition. Mais c'est vrai que nous, on aimerait bien suivre un petit peu ce mouvement et être un peu valorisé aussi. Alors peut-être qu'un jour ça se fera, peut-être que ça se fera pas. Mais voilà, ça a fait un petit peu, ça m'a fait un peu mal au cœur de voir que ben, il y a un petit peu des différences entre chacun. Donc après c'est le jeu qui est comme ça. Hein. Déjà on est accepté à l'Olympia, c'est bien parce qu'il y a plein de sports où ils acceptent pas les handisports en même temps que les autres. Mais c'est des petits points peut-être qui arriveront au fur et à mesure. On verra avec les années. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait là-dessus, on n'était pas comme les autres et c'est un peu dommage. Je voudrais te ramener sur un point peut-être un peu plus positif et un point un peu plus technique. C'est le posing. Forcément, il est différent des autres catégories, de par la nature de la catégorie. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler du posing, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a une routine libre? Est-ce que c'est codifié? Enfin, explique-nous comment fonctionne le posing. Mais en fait, ça va être un petit peu comme les autres catégories. On nous appelle, donc doit, on doit aller se présenter sur scène pendant 30 secondes, on fait un petit peu ce qu'on veut. On revient en arrière de scène et on s'aligne tous. Et après, ils vont nous appeler par petits groupes de 6 ou 8. Là, on a des imposés, on va avoir comme un peu comme les body. Alors, forcément, un abdo cuisse va se transformer juste en abdo. On va avoir un double biceps, on va avoir l'homme le plus fort. Voilà, on va avoir à peu près les mêmes sans le bas, en fait. C'est juste ça. Et on a des imposés. Et ensuite, eh bien, on va avoir les comparaisons comme dans les autres catégories. Les mieux, ils vont se retrouver sur scène à se comparer les uns aux autres avec celui qui est au centre, qui est censé être le mieux classé, le plus gros niveau pour commencer. Et ensuite, ils font leurs petits changements. Et ensuite, on arrive sur, ben, chacun va avoir un posing de 1 minute 30. Et puis après, on a un post down. Donc, c'est similairement aux autres catégories, c'est à peu près la même chose. Nous, ça va durer moins longtemps parce que là, on était à l'Olympia, on n'était que 18 athlètes, je crois. Comparé à une catégorie comme les classiques où ils sont 60 sur scène, ça dure moins longtemps, mais bon, on en a pour 1 heure à peu près à tout faire. Donc, voilà, c'est comme les autres catégories au final. Tu parlais du posing libre il y a quelques secondes là.
il y a quelques années, je suis tombé sur le compte d'un autre athlète wheelchair que tu connais peut-être, Woody Belfort, qui Oui. est québécois et qui, j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est il a du posing créatif. Donc ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder. C'est très esthétique parce qu'en fait, il intègre son fauteuil comme un outil à part entière d'esthétisme. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui est beaucoup fait dans la catégorie? C'est assez marginal. Euh, Quelle part de créativité justement est amenée autour de cet accessoire? Mais bon, Woody, je l'ai rencontré personnellement à Londres lors de l'Arnold Classic. Je le connaissais en fait des réseaux. Euh, Son posing est à son image. Il est complètement barge dans sa tête. C'est un mec, il suffit de 3 secondes pour comprendre qu'en fait, il a la joie de vivre. On est des personnes qui avons subi un malheur dans notre vie et on se retrouve avec certaines difficultés. Et lui, en fait, c'est un mec qui rigole tout le temps. C'est un mec qui a la joie de vivre. C'est fou ce qu'il fait, en fait. Et moi, de ce que j'ai vu sur Internet, sur la personne qu'il est, il est tout le temps en train de rigoler, il est tout le temps de bonne humeur, il est tout le temps. Et quand on regarde son posing, il est comme lui, il est déjanté, il est pétillant, il a la joie de vivre. Et son posing, il va s'enlever les roues, il va faire des trucs de fou, il arrive à faire le piqué, il arrive. Après, voilà, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens, quand ils deviennent handicapés, ils vont s'isoler et ils vont pas vouloir voir du monde. Et lui, il va partout. Si on le suit un petit peu sur Instagram, il va dans un bar, il va dans un truc. Il finit, les gens, il l'attrape, il le porte, il le jette en l'air, ils font des trucs de fou avec lui. Il est vraiment, il arrive à créer autour de lui, à faire une émulsion des gens qui fait que tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et quand on regarde son posing, mais en fait, voilà, le posing, il est fou. Comme lui, sa personnalité, elle est pétillante, il est vraiment incroyable. Franchement, je conseille à tous les gens d'aller voir un petit peu son Instagram, d'aller voir ses posings. Il fait des trucs qui sont fous et quand on regarde la personnalité qu'il est dans la vie de tous les jours, on se rend compte que son posing, c'est exactement lui. C'est génial, franchement, c'est un mec en or, j'ai pu le rencontrer et j'espère que je le reverrai lors de compétition. Il n'est pas venu cette année, il n'a pas fait de compétition, mais c'est vraiment un mec, il est génial, franchement, c'est fou. Donc voilà. Les... J'ai l'impression que c'est ce type de profil qui peut amener la catégorie à gagner en popularité et en intérêt. C'est pas forcément typique. Enfin, c'est typique au bodybuilding. Il y a des athlètes, des humains hors normes qui vont attirer tellement de lumière sur eux, qui vont permettre aussi à la catégorie de grandir. Forcément, on pense tous à Chris pour la catégorie classique, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est des profils comme Woody ou comme d'autres qui vont aider la catégorie wheelchair à grandir. Toi, par exemple, qui aide à faire connaître en France la catégorie, j'ai l'impression que c'est la créativité, l'originalité, la personnalité qui va porter la catégorie dans les prochaines années. Ouais, c'est vrai que là-dessus, quand on voit ces gens-là qui font des choses incroyables, comme je vous dis, vous allez sur le profil de Woody, ce qu'il fait, c'est incroyable. Il a une joie de vivre. Je dis, dans l'handicap, il y a des gens qui vont se renfermer sur eux-mêmes, et puis il y en a qui l'acceptent totalement et qui vont avoir la joie de vivre. Et ça donne des fois des leçons aux gens qui ont 2 bras et 2 jambes, qui n'ont absolument aucun problème dans la vie et qui s'en inventent parce qu'ils vont déprimer, ils vont dire je gagne pas assez d'argent parce que j'ai pas le tout dernier sac. Ils s'inventent plein de problèmes alors qu'ils n'ont pas forcément de problème. Et quand on regarde des gens comme ça, on se dit tiens, le mec il a pas de chance dans sa vie quand même, il se retrouve handicapé, il pourrait en fait ne faire que se plaindre et ne rien faire de sa vie. Et le mec il fait du sport, le mec il bouge, le mec il rigole à longueur de journée, il est tout le temps. Mais quand je vois les vidéos, même moi, bon, je suis un petit peu électrique, mais comparé à lui, il s'amuse à aller il va à la piscine, il va s'amuser à sauter dans la piscine avec son fauteuil. Il fait des trucs, il va arriver au bout de la planche du plongeoir, il va s'amuser à faire. Alors, il est très athlétique, il arrive à faire le piqué, il fait du freeletics, des trucs comme ça là. Il est vraiment très fort. Mais on le voit sur les vidéos, il attrape une barre de traction, il fait des muscle-up avec son fauteuil roulant. Je dis, il s'amuse à sauter dans l'eau avec son fauteuil roulant. Il fait des trucs de fou que les gens, ils n'oseraient pas faire en temps normal. Et lui, il le fait. Il calcule pas, il le fait. Et franchement, c'est cool. C'est un personnage atypique. Et
Franchement, c'est génial. Et justement, ça fait voir l'handicap dans d'une vision qui est différente à la personne qui est sur son fauteuil roulant, qui dit rien et qui se retranche un petit peu sur elle-même, qui parle pas et qui voilà, qui sort des gens, alors que lui, il va être au milieu des gens qui sont valides et ça va être un moteur pour tout le monde parce qu'il va animer, il va faire le clown et c'est ça qui est bien et c'est ça qui met en valeur la catégorie. Et il manque un peu plus de personnages comme ça. Donc, franchement, c'est vraiment quelqu'un de bien. Tu me fais une transition qui est vraiment sympa. Je trouve qu'il y a quelque chose de beau avec le handisport. Là, on parle de wheelchair, mais on pourrait parler d'handisport de manière vachement plus générale. On a eu les JO, les JO handisport, les JO paralympiques il y a quelques mois. Ce qui est beau, c'est qu'avec le sport, j'ai l'impression que souvent on transforme, les athlètes arrivent à transformer le handicap en une force, en quelque chose de puissant, avec une histoire, avec de la résilience. Et je trouve ça super inspirant. Et je pense que c'est aussi ça qui est beau donc dans le wheelchair ou dans le handisport de manière plus générale. Ouais, bien évidemment. Alors, c'est vrai que on est un petit peu différent des gens normaux. C'est qu'on a connu un petit peu bien pire qu'une prépa, par exemple. Donc, on va pas passer son temps à se plaindre. Il y a des gens, ils font une prépa, dès qu'ils ont un peu faim, ils vont se plaindre. Dès qu'il y a une petite difficulté, ils vont se plaindre. Moi, pour ma part, j'ai eu mon accident avant d'avoir mon accident de moto. J'allais à la musculation à l'intersaison de vélo parce que je faisais du cyclisme, mais je détestais la musculation. Pour moi, c'était un sport de bourrin où il suffit juste de pousser et les muscles qui gonflaient et c'était pas du tout, il y avait rien de technique, il y avait rien de. J'avais une vision de la muscu comme ont 80% des gens qui ne font pas de muscu, c'est on pousse, on réfléchit pas et terminé. Et j'ai eu mon accident de moto, je suis resté j'étais sur Toulouse pendant plus de 6 mois à l'hôpital. Donc, je me suis fait opérer 12 fois. J'ai radé un plafond pendant plus de 6 mois. Suite à ça, je suis parti 6 mois en rééducation. Voilà, j'ai passé 2 ans enfermé dans une chambre à subir des soins. Donc, quand on sort de ça et que on subit une prépa, bon, une prépa, c'est pas facile. On a peur, on a tout ça, mais il y a largement pire. Donc, c'est vrai qu'en fait, dans le handicap, on apprend mais que il y a bien pire que ce qu'on a. Et ce que moi j'ai traversé, il y a des gens qui ont traversé 10 fois pire. Donc en fait, on apprend à pas se plaindre. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, qu'il y a des gens qui se créent des problèmes. Ils ont un petit problème dans la vie et ils dramatisent. Et si des fois ils relativisent un petit peu, s'ils avaient autour d'eux des gens qui ont des vrais problèmes de santé, qui ont des vrais de. Moi aujourd'hui, j'ai toujours des problèmes liés à mon handicap, dans le système nerveux, tout ça, c'est des fois compliqué. Mais ça fait partie de. Il y a des gens qui me disent bah, comment tu fais que des fois j'arrive pas trop à dormir mais parce que j'ai des pics dans la jambe, j'ai le système nerveux qui est touché. C'est très dur, mais en même temps, je peux rien y faire et que je sois content ou pas, je les ai, donc je dois faire avec et puis terminer. Je peux prendre des médicaments qui m'endorment complètement le système nerveux, mais il faut que j'accepte après que je peux plus faire la muscu parce que le système nerveux il est endormi. À la muscu, on vaut rien. Donc, il faut que je fasse le pour et le contre. Et aujourd'hui, je suis à fond dans la muscu. Je suis prêt à faire des sacrifices et à accepter un petit peu de douleur pour pouvoir me donner à fond dans mon sport. Et c'est un choix que je fais, que je regrette pas. Et aujourd'hui, quand je fais une prépa, ouais, je me sens vivant parce que je me challenge, je me mets à fond. Et c'est pour moi un objectif. C'est vrai que quand on est une personne normale, on peut faire plein de choses. C'est vrai que quand on devient un petit peu plus limité, que c'est comme la sensation là les gens qui nous regardent, ça va être des athlètes, ceux qui ont fait une prépa, quand on vous dit qu'il faut arrêter de boire avant la compétition parce qu'il faut commencer à se déshydrater, vous n'aviez pas envie de boire. On vous dit bon à partir de maintenant tu bois plus. La sensation de soif, elle arrive de suite. On a tout de suite envie de. Et même moi, le premier qui faisait du sport à fond avant d'avoir mon accident moto. Mais quand on me dit, à partir de maintenant, tu pourras plus courir, tu pourras plus faire ça, tu pourras plus faire ça. Mais même si on en a fait pas mal, on se dit, putain, en fait, j'aurais dû en profiter plus. Et c'est malheureusement quand on a des problèmes, quand on perd une personne qui nous est proche, des fois qu'on se dit, putain, en fait, j'aurais dû passer plus de temps avec cette personne-là. Et quand il y a quelque chose qui manque à notre vie, qui disparaît, qui nous est interdit, c'est là qu'on se rend compte qu'on aurait dû plus en profiter, que ce soit une personne, que ce soit un sport, que ce soit une chose qu'on pouvait faire tous les jours et qu'aujourd'hui on ne peut plus faire. C'est pour ça que pour moi, les handisports, ils ont traversé certaines épreuves
qui rendent plus fort. Donc, on relativise un petit peu. Moi, des fois, je me dis, ouais, ça c'est dur, mais il y a bien plus dur. Et aujourd'hui, j'ai un handicap. Aujourd'hui, je subis une prépa, c'est un petit peu dur, mais il y a des personnes qui, au quotidien, subissent 10 000 fois plus et ils n'ont pas le choix. Alors que moi, aujourd'hui, la prépa, c'est moi qui me l'inflige. Mais c'est pour ça, il faut savoir relativiser, il faut savoir un petit peu se dire, bon, au final, ça pourrait être bien pire et je suis content de ce que je suis, je suis content de ce que je fais parce que je peux me mettre à fond. Aujourd'hui, moi, je suis content de faire mes prépas, je suis à fond. Et aujourd'hui, j'essaie d'un petit peu, quand je rencontre quelqu'un et que j'ai un petit peu de temps pour parler avec lui, de les faire relativiser et quand ils m'expliquent un petit peu les petits soucis qu'ils ont dans la vie, de dire c'est sûr que c'est jamais évident, un problème reste un problème. Mais des fois, il faut un petit peu positiver et limite en arriver, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un comme Woody, bon, il doit avoir ses moments de difficulté, comme tout le monde. Mais quand on le voit, à aucun moment, on se dit, tiens, le mec, il est en train de pleurer sur son sort, il a la joie de vivre, alors qu'il pourrait être enfermé chez lui à ne plus sortir et dire, tiens, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, de se dire qu'il y a tout le malheur de la vie sur ses épaules. Et non, le mec, il sort, il rigole 2 fois plus que quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens, qui a, voilà, c'est pour ça que des fois on essaie de dire l'argent ne donne pas le bonheur, avoir la santé, ça vaut tout l'or du monde. Donc j'essaie d'un petit peu de dire aux gens, tant que vous pouvez faire du sport à fond, profitez-en, même si vous avez un petit peu mal ci, un petit peu mal ça. Allez au bout de vos rêves, faites ce que vous avez à faire, faites-le tout de suite et ne le repoussez pas. Après, voilà, les handisports, ils arrivent aussi à véhiculer une image où ça donne de la motivation un petit peu aux gens, à certaines personnes. Il y a des personnes qui ne le verront pas, mais il y en a qui se disent, c'est vrai que j'ai des petits problèmes dans ma vie, mais ces mecs-là, ils sont pires et ils s'en sortent, donc au final, pourquoi pas moi? Et c'est ce que j'essaie moi aujourd'hui de faire comprendre aux gens, voilà, on a chacun nos petits problèmes, il faut quand même avancer et il faut quand même essayer d'en faire le maximum. Est-ce que avec du coup avec ta participation à Olympia, qui t'a permis d'avoir j'imagine encore plus de visibilité, tu as eu cette impression d'inspirer, de pousser les gens? Est-ce que tu as senti cet engouement où les gens se sont dit ok, il y arrive, ça me motive, j'ai envie moi aussi de le soutenir et de moi aussi me mettre à bosser? En fait, il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'avaient ajouté sur Instagram, qui m'avaient jamais envoyé de message. Et j'ai reçu des messages de soutien, des félicitations de gens, même de gens qui me disaient, tiens, on s'est croisés une fois, on s'est serré la main. Il me dit, je suis content un jour de t'avoir serré la main. Ça a été des paroles j'ai trouvé ça un petit peu, ils se rendent pas compte, les gens, en fait. Ils me, ils me félicitent. Mais pour moi, en fait, c'est un truc de fou. Je me dis, putain, vraiment, leurs paroles, elles me touchent parce que, pour moi, je suis, entre guillemets, moi-même. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens, ils sont contents que j'ai gagné. Il y a des gens, ça les motive. Et il y a même des gens en contrepartie qui osaient même plus m'écrire parce qu'ils se sont dit, ouais, Kevin, il a pris presque 100 000 followers après la compétition. Il doit avoir trop de trucs à faire. Je ne parle plus. J'ai même mis une story en disant, je suis toujours le même. Euh, vous n'allez pas me déranger si vous m'écrivez. Si à un moment je suis occupé, je répondrai plus tard, mais je suis toujours le même. Et aujourd'hui, voilà, j'ai fait 2 à l'Olympia, c'est bien, mais ça change pas la personne que je suis. Je prends pas plus que la grosse tête. Voilà, c'est de voir que quelqu'un, les gens, ils ont plus tendance à critiquer qu'à féliciter une personne. Donc, quand j'ai reçu des messages pour m'encourager, pour me dire, tiens, c'est super bien ce que tu as fait, bravo, je suis content de t'avoir vu un jour, tout ça. Franchement, ça m'a fait plaisir. Donc, j'ai trouvé qu'il y a quand même eu un bel engouement par rapport à tout ça. Mais après, comme j'ai dit, je reste toujours le même et ça change pas la personne que je suis. J'ai toujours mes 2 bras et mes 2 jambes actuellement et je fais toujours la même chose. Donc, voilà. Les gens, ils peuvent m'écrire, ils peuvent me parler. Il n'y a rien qui change et voilà. J'ai toujours la même passion pour le sport, encore peut-être plus. Et voilà, je suis toujours le même. Donc, Est-ce que ça crée pas quand même une certaine pression et une certaine attente d'avoir eu de si bons résultats si tôt et si vite? euh, et surtout aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet, tu vois, donc on est sur les réseaux, on se montre, on partage nos succès. Est-ce que ça crée pas une sorte de pression, d'attente? alors, ça crée un peu une pression, une attente, oui. Après, pour être honnête, la pression, c'est vrai que l'Olympia a été particulier pour moi par rapport à toutes les autres prépas. C'est que j'étais tellement. Alors, je ne sais pas si c'était du stress, je ne sais pas si c'était la motivation. J'ai commencé le début de ma prépa.
J'avais du mal à finir mes assiettes parce que pour moi, je devais de suite, alors qu'on était encore, on avait le temps, on avait 3 mois de prépa, je devais crever la dalle de suite pour être dans le game. J'avais l'impression que je mangeais trop. Je me suis mis un petit peu de pression par rapport à ça. Je sais que je me suis forcé là-dessus à essayer de me calmer parce que je voulais m'entraîner plus. Je voulais, et c'est vrai, comme on dit, l'ennemi du plus, c'est le moins. Et je voulais pas tomber dans l'excès à me surentraîner et que ça me joue des tours à la fin. C'est vrai que cette prépa, elle a été un petit peu différente parce que ben, la nuit, pour moi, c'était vraiment l'Olympia. Ça a vraiment été le rêve que j'aurais jamais osé un jour imaginer. Donc, de m'y retrouver, j'étais super motivé. Mais du coup, c'est vrai que ben, je dormais un peu moins, je m'entraînais un peu plus. Pour manger, des fois, si j'avais pu sauter un repas, limite, j'aurais été tendance à sauter un repas tellement j'étais motivé, alors que c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai Marcel Chaillard, qui est mon préparateur physique, qui me suit et qui m'aide, parce que sinon, je ferais des erreurs, entre guillemets, de dingue. Je suis trop électrique, je suis trop à fond des fois pour faire vraiment ce qui est bien. Et j'aurais tendance à brûler les étapes, à me dire, mais de suite, je vais tomber dans le régime, je vais le faire à fond, je vais serrer de suite. Et du coup, c'est pas bénéfique. À la fin, on perd un petit peu en muscle, on n'est pas bien. Donc, j'ai besoin de lui toujours pour me tempérer. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine pression qui s'est mise. C'est moi qui me suis mis la pression. Après, les réseaux, je vais être honnête, il y a encore 2, 3 ans, j'étais pas du tout dans les réseaux. J'aimais pas forcément trop ça, me montrer, même par rapport à mon handicap. Il y a plein de choses que j'ai pas voulu montrer, que j'ai pas voulu, parce que je me dis que bon, les gens, ils ont pas besoin de forcément savoir tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai eu et tout ce que j'ai subi. Mais voilà, j'ai pas. Si j'avais pas eu les réseaux, pour moi, c'était mieux. Mais aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de choses passent par les réseaux. C'est vrai que pour passer un message, pour essayer, comme là, de motiver certaines personnes, c'est toujours beaucoup plus facile, les réseaux, ça c'est clair. Mais les réseaux m'ont pas forcément mis la pression. J'ai dû un petit peu montrer un peu plus ce que je faisais, ça, il n'y a pas de souci. Mais la pression, c'est plus moi qui me la suis mise qu'autre chose. Et puis, quelque part, je partais de zéro en début 2024. J'ai changé en 2022, j'étais à l'IFBB en fait. J'ai gagné les championnats du monde amateur. Euh, Début 2024, je n'étais rien à la NPC, à la Pro League quelque part. Donc, je me suis lancé sur le Brésil. J'ai gagné. Et donc, j'ai pas eu le temps d'être beaucoup médiatisé, d'être beaucoup. Voilà. La pression, elle est venue de moi. Peut-être que là, par la suite, il y a peut-être des gens qui vont me mettre, ou moi-même, je vais me mettre aussi la pression, qui vont m'encourager, mais par le fait qu'ils m'encouragent en disant, allez, cette année, ça va être pour toi, machin. Ils vont peut-être me mettre la pression indirectement, mais je vais essayer de gérer au mieux. Et puis, voilà, je ferai la meilleure des prépas. Si jamais je fais une meilleure place et que j'arrive à gagner, tant mieux. Si je gagne pas. Bon, ben voilà, le but du jeu, c'est que je fasse ma prépa à fond, que je sois fier de moi. Car on monte sur scène et qu'on n'a rien à se reprocher. On dit, j'ai pas triché sur l'entraînement, j'ai pas triché sur la diète. Déjà, on sait qu'on a réussi le pari qu'on avait avec soi-même et on mérite la place qu'on a. Maintenant, c'est vrai que si j'avais fait deuxième et que j'avais triché un petit peu sur l'entraînement, la nutrition, indirectement, je serais mécontent contre moi-même parce que je me dis, je manque de pas beaucoup la première place. Et si j'avais pas triché, peut-être que je serais devant. Donc, on est un petit peu dégoûté envers soi-même. Mais là, je suis arrivé sur scène, je finis deuxième. Ok, ben, je me suis fait battre parce que l'autre, il était meilleur. Et terminé pas parce que j'étais feignant sur l'entraînement ou que j'ai négligé quelque chose. C'est juste que l'autre, il a été meilleur. Et point. Et ça, en fait, ben, c'est beaucoup plus facile à accepter que quand soi-même, on sait que quelque part, on n'est pas irréprochable. Donc voilà, donc on verra pour la saison prochaine, mais pour le moment, ça s'est passé comme ça cette année. De toute façon, comme tu dis, tu peux contrôler le physique que tu proposes, mais tu peux pas contrôler le physique que les autres proposeront. Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi et je pense que beaucoup de gens n'y pensent pas forcément. C'est dans les salles de sport, quand tu as un handicap, il peut y avoir des problèmes d'accessibilité. Je pense notamment à l'accès aux salles. Il y a pas mal de salles maintenant qui ont des accès pour les handicapés, mais il y a aussi les machines. J'imagine que tu ne peux pas, ou il y a certaines machines qui doivent être contraignantes à utiliser. Donc, comment ça se traduit dans les faits? Est-ce qu'il y a beaucoup de machines qui sont difficiles à utiliser, impossibles d'utilisation? Comment tu t'entraînes finalement? Ben, en fait, on s'adapte. Alors, c'est vrai qu'au début, ben, il y a plein de choses qu'on n'avait pas anticipées. On arrive avec plein de petites problématiques. Mais honnêtement, on est en France.
Et même s'il y en a qui sont jamais contents parce qu'ils disent, on voit aujourd'hui plein d'articles en disant les trottoirs ils sont pas praticables. C'est vrai qu'il y a des trucs à refaire, mais j'ai été dans certains pays où c'est largement pire qu'ici en fait. J'ai été voyager un petit peu en Corse. Les normes handicapées sont bien moins sévères entre guillemets. Là-bas, il y a plein de salles qui sont inaccessibles pour des handicapés, qui sont au premier étage, qui sont où voilà, les grandes salles vont être, les chaînes, on va dire, vont être accessibles aux handicapés. Et il y a plein de salles qui sont tenues par un petit patron et qui sont pas aux normes. Et en France, mais ça vient au fil du temps, ça s'améliore toujours et on s'en sort quand même bien. Et les machines restent quand même assez utilisables. Bien sûr, il faut s'adapter comme tout. Mais voilà, c'est quand même en France, je pense que on a plus de chances que certains pays. J'ai rencontré d'autres personnes pendant les compétitions qui étaient handicapées, qui étaient de d'autres pays. Leurs conditions sont bien bien pires que qu'ici. Donc bon, on peut toujours avoir mieux, mais on peut largement avoir pire. Donc c'est comme les conditions où ils sont devenus handicapés. J'ai croisé des gens, ça fait mal au cœur. Moi, j'ai eu un accident de moto. Bon, mais entre guillemets, ça arrive. Mais j'ai croisé d'autres personnes, mais c'était des vraiment, il y a des histoires quand ils le racontent, on se dit ouais, ils se sont retrouvés au mauvais moment, au mauvais endroit. Il y en a un au Brésil, c'est quelqu'un de super bien, il s'est fait cambrioler. Pendant le cambriolage, ils lui ont tiré dessus. Il est devenu handicapé suite à ça. On se dit c'est des facteurs. C'est vraiment la probabilité que ça arrive, elle est infime et elle est tombée sur cette personne-là. Donc c'est pour ça qu'il faut se dire qu'il peut toujours y avoir pire que ça soit en France, nous, on a l'accessibilité aux handicapés quand même. Il y a des choses à améliorer, certes, mais c'est quand même déjà, je trouve, pas mal, entre guillemets. On peut toujours faire mieux, mais comparé à certains pays, franchement, il y a d'autres athlètes qui sont dans d'autres pays, ils vont galérer 3 fois plus pour s'entraîner, ils n'auront pas le matos, ils n'ont pas l'accessibilité. S'ils veulent sortir dehors, c'est complètement différent. Donc, je trouve quand même que c'est quand même plutôt pas mal en France. Après, moi, j'aime bien m'entraîner chez moi. C'est vrai que c'est un gros point fort que j'ai. Je me suis fait une salle chez moi. C'est plus facile de m'adapter. Mais après, voilà, il faut faire comme on peut. On s'adapte. Et j'avais encore un sujet que je voulais traiter avec toi, c'était le circuit de compétition. Pour ceux qui sont pas forcément au courant, dans une compétition professionnelle ou amateur, toutes les catégories ne sont pas forcément présentes. Donc bah, et voilà, et c'est pour ça qu'il y a, c'est pour ça entre autres qu'il y a beaucoup de bikini ou de classiques physiques à Olympia, c'est parce qu'il y a plus de compétitions professionnelles, classiques physiques et bikini. Pour la catégorie wheelchair, vous êtes pas énormément, donc il doit pas y avoir énormément de compétitions. Est-ce que tu sais euh, à peu près combien il y en a et comment se passe un peu le circuit, où sont les compètes, si elles sont surtout aux US, en Europe, enfin, si tu peux nous parler un tout petit peu du circuit. Ouais, ben, aujourd'hui, en fait, c'est Nick Scott qui est l'ancien compétiteur, qui est sur pratiquement toutes les compétitions. Il se déplace toujours. C'est quelqu'un qui est vraiment voué à la catégorie. C'est lui qui organise tout, il organise les compétitions, il organise. Et c'est vrai que c'est un gros boulot pour lui parce que il ne peut pas organiser les compétitions n'importe où, dans n'importe quel pays, parce que justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'accessibilité n'est pas facile partout. Donc, toutes les compétitions qu'il fait, il est sûr que les handicapés peuvent venir dans les moyens de transport, peuvent se déplacer dans la rue, ils peuvent accéder à la compétition et ils pourront faire la compétition dans les meilleurs dans des conditions qui sont optimales. Parce que c'est vrai que si on va dans certains pays, dans des trains, n'importe quoi en fait, c'est quand on est handicapé qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui sont faisables et pas faisables. Un handicapé qui est en fauteuil, la moindre marche qui fait plus de 10 centimètres, c'est une épreuve pour lui. Donc il y a des trains où ils n'ont pas d'accès handicapé. Donc c'est un petit peu compliqué. Toutes les compétitions qui sont organisées, déjà, elles sont accessibles aux handicapés. Là-dessus, le président de la Fédé, Nick Scott, il fait vraiment en sorte que ça soit. Donc, il pourrait peut-être faire les compétitions à d'autres endroits parce qu'il faut que le promoteur de chaque organisation accepte d'inviter les wheelchairs, mais il faut que ça soit aussi accessible aux wheelchairs
Parce que si c'est dans un petit pays qui n'a pas les conditions nécessaires, ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, il y a quand même pas mal de compétitions en amateur et il y en a un petit peu moins en pro. Mais pareil, on n'est pas aussi nombreux que des bikinis, que des men's physiques, que des. Aujourd'hui, il y a énormément de monde dans les dans les classiques physiques. Chez les garçons, avant, ça a été un petit peu la ruée sur les men's physiques, où il y a beaucoup de monde qui se sont lancés là-dedans. Voilà. Aujourd'hui, les Wildshare, bon, mais pour y participer, tout le monde ne peut pas le faire forcément. Il y a moins d'athlètes. Il y a beaucoup de gens qui sont en fauteuil roulant et qui sont handicapés et qui se disent, ben, je suis handicapé, je peux pas le faire. Et c'est aujourd'hui l'image qu'on essaie de montrer aux gens, c'est que malgré le handicap, on est capable de faire plein de choses. Et justement, se servir de notre handicap comme d'une force pour aller chercher des objectifs qui sont beaucoup plus loin. Du coup, voilà, c'est ce qu'on essaie aujourd'hui de faire comprendre aux gens, surtout qui sont dans des situations de handicap. Il y en a certains, ça va leur, s'ils se mettent au sport, ça va leur changer la vie. Il y a plein de gens qui sont handicapés, ils n'osent pas trop sortir de chez eux, mais parce qu'ils ont peur du regard des gens, parce qu'ils ont peur de plein de choses. Ils se mettent plein de. Et au final, s'ils arrivaient à aller dans une salle de sport, s'ils arrivaient à un petit peu surmonter tout ça, ils se sentiraient mieux, ça les ferait sortir de chez eux et pas forcément à mener forcément sur une compétition, mais déjà à bouger de chez eux et se dépenser physiquement et ainsi de suite. Donc après, il faut pouvoir, parce qu'il y a plusieurs types de handicap. Là-dedans, c'est toujours pareil, on n'est pas tous égaux malheureusement. Donc il y a des gens qui ont des gros problèmes au niveau du dos, ils ont été touchés à la colonne, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ça, c'est un autre problème. Mais voilà. Donc il faut déjà pouvoir rentrer dans cette catégorie-là. Et ensuite, il n'y a pas énormément d'athlètes. Donc il y a moins de compétitions forcément que. Mais il y en a quand même. En Europe, on en retrouve quelques-unes au niveau pro. Il y en a quelques-unes au niveau amateur. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus du côté des États-Unis. Mais parce que Nick Scott, il est là-bas, c'est plus facile pour lui de les organiser. Mais il arrive quand même à en faire. Il y en a un peu partout. Il y en a qui se font en Inde, il y en a qui se font, là, il va y en avoir en Espagne, il y en avait l'an dernier à Londres. Voilà, et c'est une seule personne qui organise tout ça, c'est Nick Scott qui organise tout. Donc pour lui aussi, c'est pas toujours évident parce que chaque organisation, ça lui prend un sacré temps. Donc, mais on arrive quand même à en avoir. Donc c'est quand même, ça devient de plus en plus gros et c'est bien pour les handisports de pouvoir trouver des compétitions quand ils commencent près de chez eux et pas de se dire pour ma première compétition, je vais devoir partir aux États-Unis juste pour essayer un peu le truc. Alors que quelqu'un qui est valide, il a peut-être que 500 km à faire et il trouve une compétition en France. Alors qu'en France, c'est vrai, moi, aujourd'hui, il y en a plein quand j'ai commencé en NPC, il y en a qui m'ont dit, mais il faut que tu ailles, parce que par exemple, dans la NPC, il faut faire une compétition au niveau national pour accéder à l'international. Il y en a qui m'ont dit, tu peux pas faire de l'international parce que tu n'as pas fait du national. Même si tu sors de l'IFBB qui a gagné le championnat du monde, tu ne peux pas. J'ai dit oui, mais en fait, on se rend compte, c'est là qu'on voit qu'il des fois, il y a des petites. En national, il n'y a pas d'handisport. Il n'y a pas de catégorie fait là-dessus. Donc, déjà, il y a très peu d'athlètes en France. Et en plus, mais c'est pas marqué sur les compétitions. Je pense qu'il devrait peut-être essayer de faire, de dire, on a une catégorie handisport, qui est quelqu'un qui se présente ou pas, mais elle est marquée sur la fiche qu'on accepte les handisports. Donc là-dessus, c'est peut-être un petit message que j'envoie, qu'il faut essayer de dire que c'est possible en fait. Mais voilà. Et donc moi, j'étais directement en inter, puisqu'il n'y en a pas en France. Et c'est vrai que là-dessus, peut-être qu'ils peuvent essayer de monter un passage sur scène pour les handisports. Et ça donnera peut-être envie à des gens qui sont handicapés d'aller faire une compétition en France. Alors je sais que quand on est tout seul ou qu'on est deux, c'est pas très motivant, mais c'est un premier pied à l'étrier en fait de se dire, tiens, je monte sur scène, je vois si ça me plaît ou pas. Parce qu'après, il faut accepter aussi de montrer son handicap, de se montrer devant tout le monde. C'est particulier. Des fois, il y en a qui n'osent pas mettre des défis, qui vont dire, mais moi, mettre un bikini, me montrer devant tout le monde, j'y arriverai pas. Alors, imaginez la même chose avec un handicap, c'est particulier. Mais peut-être que ça mettrait le pied à l'étrier à des athlètes qui sont en handisport, de se dire, j'essaye au niveau national, je vais à une compétition qui est pas loin. Et en fait, oui, ça me plaît bien. Et apparemment, dans quelques mois, il y en a une en Espagne, il y en a une du côté de Londres. C'est loin sans être loin. Et je peux essayer d'aller à cette compétition. Mais c'est vrai que quand on va aux États-Unis, ça prend une autre ampleur, à prendre plusieurs C'est fois un budget. l'avion.
c'est un budget, c'est plus Une compliqué au organisation. niveau du transport. Voilà, c'est une organisation. Donc après, quand on est motivé, qu'on est à fond là-dedans, bien sûr, on fait des concessions, on fait des. Moi, j'ai fait des sacrifices de fou. J'ai essayé de trouver un petit peu des sponsors. C'est difficile en Wellshare pour m'aider à faire la compétition. Mais quand on veut quelque chose, on se sacrifie pour. Mais voilà, donc il y a des compétitions qui sont un petit peu partout dans le monde. Il y en a un peu moins en Europe, mais il y en a quand même quelques-unes. Et j'encourage vraiment les gens à essayer de penser un petit peu aux handisports. Parce que pour eux, même si ça c'est pas très attrayant quelque part, les handisports, c'est beaucoup moins attrayant que d'autres catégories. Pour les athlètes, c'est quand même un but. Ça peut permettre de les sortir du quotidien et qui se mettent à fond. Donc c'est quand même une chose qui est bien, quoi. Et puis le sport de manière générale, ça aide de manière générale, hein, que ce soit pour les valides ou pour l'handisport, à gagner de l'estime de soi, à gagner en confiance en soi, à se reconnecter à soi-même. Donc c'est sûr qu'il faut réussir à le démocratiser. Tous les sports de manière générale, que ce soit pour handisport ou autre, hein. Donc, Oui, bien sûr, ouais. mais j'aime beaucoup le message que tu as fait passer au travers du podcast. Euh, je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais qu'il faut prendre chaque jour comme il vient et qu'il ne faut pas repousser à plus tard, qu'il faut agir. Et je trouve ça très motivant. Et écoute, j'ai l'impression que ce podcast va pousser à l'action plus d'une personne. En tout cas, je Ça l'espère, serait que ce bien. soit pour l'entraînement, que ce soit pour la compétition, que ce soit pour n'importe quel type de projet. Je trouve que tu véhicules quelque chose de très, très positif, Kevin. Ouais, ben écoute, tant mieux. C'est un petit peu le but du jeu de dire aux gens parce que moi j'en suis la preuve même. Hein. J'étais quelqu'un qui n'aimait pas la musculation. J'avais pas de prédisposition génétique. J'ai commencé la musculation, je faisais 65 kilos. Bon, j'étais dans des conditions particulières. Je sortais d'hôpital. J'avais pas, voilà. J'avais du mal à manger. Ça a été plein de choses qui font, voilà. Mais pour 1m82 ou 83, 65 kilos, j'étais vraiment maigre. Et aujourd'hui, hors saison, je dois être à 125 kilos aux alentours. Et quand je suis sur scène, je suis à 105. Et la masse musculaire que j'ai dans les jambes, elle est ridicule. Donc, j'ai vraiment tout dans le haut du corps. Et je suis pas quelqu'un, je pense, d'exceptionnel. Je suis quelqu'un mais, qui a été toujours motivé. Ça fait 15 ans que je suis à fond dans la musculation, que j'ai découvert une passion, alors que j'étais le premier à dire, ouais, la musculation, c'est pas le truc qui me plaît. Au final, j'ai pris de l'amour pour ce sport. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait aimer encore plus ce sport parce que il y a la musculation et il y a le bodybuilding, c'est complètement différent. Vraiment, c'est dans le. Et peut-être que mon accident a fait que ça m'a donné du mental et ça m'a permis un petit peu de. Mais pour moi, c'est un exutoire. Pour moi, faire la musculation, j'aime ça. Et c'est pas du tout une corvée de faire une compétition. Au contraire, il me tarde déjà la prochaine prépa. Je suis à fond, je suis voilà. Là, il y a l'Arnold Classic aux USA dans 4 mois. La grande question, ça fait 3 semaines que je suis sorti de l'Olympia. Est-ce que je me relance ou pas? C'est peut-être un peu tôt, mais en même temps, c'est excitant de faire une autre compétition, de faire un autre truc. Maintenant que j'y suis, pourquoi pas? Je me pose plein de questions, mais je suis à fond et j'aime ça. Et franchement, ben, comme on a dit là, repousser les choses à demain, pourquoi? On peut le faire maintenant. Donc, il faut vivre l'instant présent et puis il faut rien regretter. J'ai envie dans 10 ans, dans 15 ans, me dire, ben, j'ai fait les choses comme je devais les faire et j'ai rien à regretter, j'ai rien repoussé, j'ai rien à négliger et voilà. Je ne sais pas si je vais t'inciter ou pas à faire l'Arnold, mais pour avoir discuté avec quelques athlètes qui ont fait l'Arnold et Olympia, tous à l'unanimité m'ont dit avoir pris plus de kiff sur la scène de l'Arnold en termes de. Ah, forcément, ça a moins de prestige, mais apparemment, c'est incroyable. Alors, Ouais, c'est ce que j'ai comme retour aussi, que c'est incroyable. Bon, il y en a, et j'en fais partie, c'est emblématique, c'est ouais. Arnold Schwarzenegger généralement qui remet les Ah trophées. oui, c'est ça. Donc rien que ça, c'est un truc de fou, parce que je suis de la génération, comme beaucoup de monde aujourd'hui qui nous écoute, où ben, avec Schwarzenegger qui était au cinéma, tout ça, on regardait, ça a été les premiers corps musclés qui nous ont fait vraiment découvrir les compètes et qui ont donné envie à beaucoup de monde d'aller là-dedans. Voir Arnold Schwarzenegger en vrai, c'est incroyable. Donc, euh, donc, on va voir. L'envie, elle est là. Je vais me faire deuxième à l'Olympia. Ma motivation, elle est au Ah, taquet.
Et puis, j'ai mis des années à acquérir un physique et à me retrouver là. Maintenant, ça donne envie de tout faire. Donc, je me dis, C'est le moment de gloire pourquoi un pas en peu là. profiter. C'est ça, je me dis, je vais pas le faire pendant 20 ans de ma vie, donc autant être à fond. Donc, on va voir. Je pense que la réponse, elle est déjà en tête. On pense là, plus ou moins commencer à la comprendre, à la savoir. Euh, Ah mais donc, écoute, voilà. on sera les premiers à informer les gens sur ta participation et sur tes résultats à cette compète. En tout cas, on espère être les premiers à en parler. Écoute, Kevin, pour cet épisode de podcast, j'ai l'impression que j'ai fait le tour des sujets que je voulais aborder. Euh, on aurait pu parler encore pendant des heures. Il y a plein de choses à dire sur ta catégorie, sur ton parcours. Mais peut-être que ce sera l'occasion d'un deuxième épisode si les gens nous le demandent. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés aujourd'hui et que tu aurais réellement aimé qu'on aborde lors de cet épisode? Non, on a fait un petit peu le tour. On a vu un petit peu surtout la catégorie welfare, qui était un petit peu le but de ce podcast. Mais c'est vrai que bon, moi, je suis content de cette participation à l'Olympia. C'était incroyable. J'ai vu qu'il y a beaucoup de respect. Alors, les autres catégories, je ne sais pas, je ne parle que pour ma part, mais il y a beaucoup de respect entre chaque athlète en welfare parce que chacun a son histoire. Chacun est différent, chacun vient d'un milieu différent. Il y a énormément de respect et d'entraide entre chaque athlète. Ça m'a vraiment un petit peu marqué, même sur Instagram et machin. Quand je suis arrivé un petit peu dans le circuit pro, il y a beaucoup d'athlètes qui m'ont ajouté et qui m'ont félicité. Même des athlètes qui sont de d'autres catégories qui m'ont ajouté, qui m'ont félicité même après l'Olympia, tout ça. Ce que je trouve incroyable, c'est il y a quand même de l'entraide, il y a quand même du soutien et les gens ils sont là. Et parce que des fois, il y a des sports où chaque adversaire est un rival. Donc, s'ils peuvent se mettre des bâtons dans les roues, des fois, ils le font. Moi, j'ai trouvé qu'à l'Olympia, en Wecher, c'était c'était incroyable parce que chacun était content d'être là. Chacun arrivait à fond avec son physique et chacun allait accepter son classement. Donc, ça a vraiment été une belle expérience. Et après, ben, j'ai pu rencontrer des athlètes de fou, des athlètes qui sont vraiment, hein, quand on les voit sur scène, quand on les voit devant notre ordinateur ou sur notre téléphone, c'est pas du tout les mêmes personnes que quand on les voit en vrai. Vraiment, quand on les voit un Chris Bumstead ou même un Ramon Dino, en vrai, c'est encore plus incroyable que les voir sur le téléphone. Vraiment, j'encourage les gens une fois dans leur vie à aller voir une grosse compétition avec un gros niveau pour voir les athlètes de près. Vous allez voir, c'est 3 fois plus incroyable que sur son téléphone ou sur son ordinateur. Donc, c'est vraiment quelque chose à vivre en live. Donc, voilà. Tu sais, c'est une belle clôture parce que je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. Les gens aiment bien appuyer sur les mauvais côtés du bodybuilding ou taper sur les athlètes ou quoi. Mais comme tu le dis, bon, pour avoir été à plusieurs compétitions, que ce soit amateur ou pro, il y a une super entraide en backstage entre les athlètes, même, même avec les juges, il y a une bonne entente. Enfin bref, il y a quelque chose de très positif et ça se retranscrit aussi à Olympia. Là, en tête, il y a un exemple qui me vient super bêtement, mais je pense que tu l'as vu aussi, tu sais, quand Ramon a son tan qui coule, bah, le premier à lui venir en aide, c'est Bréon qui est juste à côté. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment un truc très positif dont on parle pas assez dans le body. Et tu as raison de le mentionner. Et encore une fois, tu me fais une transition toute faite. Si vous voulez découvrir le bodybuilding, et vous n'avez pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, en France, on commence à avoir un circuit de compétition qui se développe à l'IFBB. Il y a Samson Doda qui est venu à Metz, pas plus loin qu'au mois de septembre. Donc, déplacez-vous au moins une fois pour en faire l'expérience. Vous verrez que c'est quand même différent de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose de positif, c'est pas quelque chose de fermé. Enfin, ça donne une image particulière le bodybuilding. On s'en rend moins compte parce que toi tu es bodybuilder donc tu le vis au quotidien. C'est vrai que je suis aussi pas mal au contact du truc, on s'en rend moins compte mais c'est bizarre le bodybuilding quoi. Et en fait quand on va avoir une compétition, c'est vrai que c'est vachement cool et on change de regard sur le truc. Ah oui, c'est incroyable. Et on a la chance d'avoir quand même des compétitions qui sont en France. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui se déplace pour voir un petit peu ces compétitions-là parce qu'il faut soutenir les athlètes. Et il y en a beaucoup qui envisagent de faire des compétitions un jour. Et le meilleur moyen de savoir si ça va nous plaire ou pas, c'est d'aller voir une compétition, voir comment ça se passe. Et on va découvrir un milieu où en fait les gens ils sont pas juste sur scène
en train de se faire regarder par tout le monde. En fait, tous les gens sont en train de les encourager et que même le dernier de la compétition, il a son histoire, il a fait son régime, il a fait son truc. Et peut-être que lui, c'était une participation parce qu'il part de très loin et qu'il se met une échéance dans 4-5 ans à se rapprocher d'un top 5 ou d'un podium. Mais chacun a son histoire. Et comme j'ai dit tout à l'heure sur l'Olympia, des fois, on regarde le classement, on dit, ouais, celui-là, il est nul parce qu'il a fait avant-dernier du classement ou dernier. Mais même le dernier, il est exceptionnel, en fait. On ne se rend pas compte du niveau qu'il y a. Déjà, se retrouver à l'Olympia, c'est avoir un niveau qui est incroyable. Donc, on le voit, il y a très peu de Français qui y accèdent. Il y en a beaucoup qui essayent, qui se cassent les dents, malheureusement, parce que le niveau, il est tellement haut. Donc, quand quelqu'un est à l'Olympia et que j'entends des gens dire, ouais, celui-là, il a fait une prestation qui est bidon, il est nul. Non, il n'est pas nul. C'est qu'il avait son niveau et que les autres ont un niveau qui est au-dessus. Mais il faut vraiment aller, malheureusement, c'est loin, c'est Las Vegas, se rendre sur scène. Et le dernier de la compétition, il rentre sur scène et on le regarde. Et c'est le premier qu'on voit, on dit, oh, le mec, il est énorme parce qu'on n'a pas fait le comparatif avec les autres. Et c'est quand les autres suivent derrière qu'on se dit, mais en fait, c'est incroyable le niveau qu'ils ont. On le voit sur les photos, sur les vidéos, ils ont une certaine qualité de sèche. Mais quand on les voit en vrai, je vous dis, c'est décuplé complètement. Et on se dit, quoi, ils ont fait un travail qui est incroyable. Donc, vraiment, il faut aller le voir en direct. Tu me fais penser à un truc. Ouais, en septembre, tu vois, j'étais à Metz pour la compétition, où il y avait justement Samson. Et donc, nous, on était positionnés au tout premier rang. Et je sais pas si tu l'as vu cette vidéo, mais eux, ils font un show et ils vont dans le public et tout. Et du coup, il y a Samson qui arrive et qui se place vraiment juste devant mon téléphone, là, tu vois, à 5 centimètres. Donc, je filme, j'envoie sur Insta les 5 minutes après, Samson, hein. Et les commentaires, oh là là, le mec est pas gros du tout. En fait, il est complètement out of shape. Oh là là, il fera même pas top 10 Olympe. Et moi, je le vois devant moi. Je me dis, j'ai jamais vu un tel monstre de ma vie. Ouais, ouais. Il met 20 centimètres de tour d'épaule à tous les autres Open qui sont déjà des pros et qui vont à Olympia. Et les mecs sur Internet, ils sont en train de me dire que le Ouais, mec, la en fait, critique est facile. On la se rend critique est pas compte facile. quand on a en photo, en vidéo, on se rend absolument pas compte du niveau qu'ils ont. C'est juste incroyable. C'est juste, c'est bon, ça a marché. Yes. Donc ouais, ils ont vraiment un niveau qui est incroyable et les gens en fait ils se rendent pas compte derrière un téléphone, ils le voient pas en fait, ils voient pas la différence qu'il y a, ils comprennent pas que la personne qui sont en train de dire ouais il est pas bien, il est pas top, le mec il a 3% de matière graisseuse et il fait 130 kilos et ils se rendent pas compte qu'ils disent que le mec il a pas de condition alors qu'il a 3% de graisse dans son corps et qu'il fait 130 kilos. Moi je l'ai vu en vrai sans son Doda déjà, je l'ai vu à Londres l'an dernier. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui m'ont vraiment impressionné par leur grosseur. Mais lui, ça a été l'un des rares athlètes où il est énorme, il est grand, il est large, voilà, c'est une machine. Alors quand les gens ils s'amusent à le critiquer, dire ouais, il est pas si énorme que ça, je vais aller à côté de lui et vous verrez la différence, que vous aurez l'impression que vous avez 12 ans et que vous êtes un adolescent et que S'il n'est lui, pas c'est. énorme, qui est énorme? Mais c'est ça, c'est exactement ça en fait. Ils se rendent pas compte que, mais les gens, ils aiment bien critiquer, ils aiment bien, ils sont là-dedans. Mais bon, qu'ils atteignent déjà 10% du niveau qu'il a et puis ils seront déjà contents. Donc, vas-y, Kevin, je vas-y. te remercie pour ta participation au podcast. Écoute, j'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi. J'espère qu'aussi tous les auditeurs ont passé un bon moment, qu'on a abordé des sujets qui vous intéressent. Si vous avez des questions à poser à Kevin, bah, n'hésitez pas à le contacter sur ses réseaux. Ses réseaux, tu peux donner tes réseaux. Écoute, comme ça, c'est plus simple. Ben, mes réseaux, c'est Kevin Secondino, Fit Evolution. Voilà, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. J'y répondrai dès que je peux. Et je suis ouvert à toute discussion. Donc voilà, surtout n'hésitez pas si vous avez la moindre question, que ce soit pour une autre catégorie, parce que vous avez envie de vous lancer dans la compète, je vous dirai jamais non. Franchement, il faut vivre ses rêves, faut rien regretter plus tard. Donc, si un jour vous avez envie de faire quelque chose, il faut vous lancer. Faut pas avoir de regrets. Et puis pareil, si vous souhaitez un deuxième épisode avec Kevin, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça sera avec plaisir, Kevin. On a encore plein de choses à discuter et je suis sûr que l'avenir nous permettra de faire de nouveaux épisodes, de nouvelles discussions ultra intéressantes. Eh bien, avec plaisir, s'il faut, je serai là, pas de problème.
En tout Merci cas, merci pour à l'enregistrement. toi. Ça marche. Merci beaucoup. Merci.